Bonjour à tous et merci d'être avec nous. La santé est un sujet, nous le savons bien, et nous le savons d'autant plus en ce moment, dans cette grande crise sanitaire que nous traversons. La santé est un sujet mondial, c'est un sujet européen, c'est un sujet national, mais c'est aussi un sujet territorial et de proximité, ce dont nous voulons traiter ce jeudi 18 février 2021. L'émission des contrepoints de la santé, territoire et santé, a été enregistrée ce jour en matinée dans un pays jacobin et centralisé comme l'est la France. Des questions sont nombreuses. Comment organiser les parcours de soins fluides et de qualité? Cette crise sanitaire actuelle met-elle en évidence les faiblesses, ou elle met en évidence, ce serait plutôt une affirmation, elle met en évidence certaines faiblesses de notre système de santé, et comment relever justement les défis et pallier les nombreuses et pénibles difficultés que nous traversons. Et cela, puisque nous allons faire ce matin, Philippe Leduc, Renaud Degas et nous tous, de la politique. Nous avons pour toile de fond les élections régionales en juin 2021 et pas loin des élections présidentielles en début d'année 2022, et puis les élections aux URPS, des unions régionales des professionnels de santé, fin mars, début avril 2021. Pour en débattre, 4 experts, professionnels de santé, nos invités. Jean-Yves Blais, vous êtes le président d'Unicancer, les centres de lutte contre le cancer. Daniel Guilherme, vous êtes le président de la Fédération nationale des infirmiers. Jean-Paul Ortiz, vous êtes le président de la Confédération des syndicats médicaux français, la CSMF. Et François Pelaine, vous êtes ophtalmologiste, vous êtes le président de Point Vision, et vous êtes l'auteur d'un livre qui a été remarqué. D'ailleurs, nos excellents confrères du Figaro nous l'ont remontré hier. Vous êtes l'auteur du livre « La crise sanitaire, pourquoi il faut presque tout changer », et surtout, le sous-titre, c'est « Le ton du médecin entrepreneur », avec Odile Peixoto, qui est avec nous, la directrice santé de l'Institut de sondage BVA. Bonjour Odile, et merci d'être avec nous ce matin, avec Philippe Leduc, Renaud Degas, Françoise Millet et Nathalie Rattel. Nous vous proposons cette émission sur la chaîne YouTube des Contrepoints de la santé, avant, nous l'espérons évidemment, de se retrouver physiquement. Merci à nos partenaires, BVA, Carte Blanche, Groupe Pasteur Mutualité, MSD et Point Vision. Philippe, la première question. Bonjour messieurs, bonjour Odile, bonjour Renaud, bonjour Pascal. Nous allons parler coopération, coordination, parcours de soins gradués, population, numérique, financement et rémunération, et aussi, comme l'a dit Pascal, élection. Bon, mais avant tout cela, on sait que l'organisation des soins sur les territoires et en région dépend aussi de l'État, des ARS, des agences régionales de santé, de l'assurance maladie, des collectivités territoriales. Mais nous avons fait le choix de débattre aujourd'hui uniquement avec des professionnels de santé, car leur rôle dans la transformation du système de santé et de soins peut être capital ou pas. Les initiatives sont nombreuses, les freins aussi. La pandémie a engendré de nouvelles solidarités, de nouvelles coopérations entre professionnels. Donc tout d'abord, quels sont pour vous les points forts et les acquis de cette nouvelle façon de travailler qu'a imposé la crise sanitaire? Qu'est-ce qu'il faut absolument pérenniser, une chose à pérenniser, et surtout concrètement, comment faire pour que sur les territoires, l'organisation des soins soit de meilleure qualité? On commence peut-être par l'infirmier, Daniel Guilherme, infirmiers qui ont beaucoup travaillé pendant la crise. Votre activité, si on en croit les chiffres de l'assurance maladie, a augmenté. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On vous écoute. Qu'est-ce qui vous a marqué et qu'est-ce qu'il faut vraiment garder de cette crise? Je crois que l'élément marquant, en fait, réside surtout dans le fait que la crise a mis en relief que les corporatismes ne régleraient rien. C'est-à-dire que, au regard de l'ampleur de l'épidémie, il n'y a pas une profession qui arriverait seule. Donc, je pense que l'élément marquant pour ce qui nous concerne, c'est ça, c'est que on doit tirer ensemble dans la même direction pour combattre en fait cette pandémie. Et dans cette guerre qu'on mène sur le terrain depuis maintenant 1 an, les corporatismes n'ont pas leur place. Est-ce que c'est pas un peu un vœu pieux de dire que les corporatismes n'ont pas leur place ?
Alors ça peut être un vœu pieux, effectivement. Maintenant, on se rend compte quand même qu'il y a au niveau des concertations pluriprofessionnelles qui sont beaucoup plus prégnantes qu'il y a un an. Et ça participe, de mon point de vue en tout cas, d'une remise en question de ces corporatismes et puis d'un décloisonnement interprofessionnel. D'accord. Jean-Paul Ortiz, quel est le point qu'il faut retenir de la crise et surtout qu'il faut pérenniser et en essayant d'être très concret? Ce qu'on a constaté pendant la crise, c'est que sur le terrain, les professionnels de santé, les médecins libéraux, les médecins hospitaliers, arrivaient à s'organiser eux-mêmes et à collaborer. Ça en a surpris plus d'un. Pourquoi ? Parce qu'il fallait aller vite, il y a eu un côté d'urgence, et il fallait être efficace de suite au-delà des structures, des règlements, des autorisations, etc., etc. Et il faut bien reconnaître que souvent, l'administration décentralisée, les ARS, ont été un frein à ces collaborations sur le terrain. Mais elles ont été obligées de fermer un peu les yeux, et comme je dis souvent, le fonctionnement en mode dégradé, qu'est-ce qu'on était bien, et qu'est-ce qu'on a pu aller vite, et qu'est-ce qu'on a pu être efficace. Quelques exemples. On a monté des centres Covid en ville, pour éviter que les patients suspects Covid viennent dans les cabinets médicaux et qu'ils soient rassemblés dans des unités où le diagnostic et la prise en charge étaient faits. Et à ce moment-là, on a travaillé ensemble avec les infirmières et les infirmiers libéraux, en relation avec les médecins hospitaliers, et ça a très bien fonctionné. Pour la vaccination, ces centres Covid ont souvent été réactivés sous forme de centres de vaccination en ville, libéraux, et là aussi, on a été très efficace. Donc je crois que aujourd'hui, on a constaté sur les territoires, avec l'accompagnement des collectivités locales, et j'y reviendrai, on a constaté qu'il y avait une souplesse d'organisation lorsqu'on lâchait la bride aux acteurs de terrain, lorsqu'on lâchait la bride aux professionnels de santé en collaboration avec les élus. Jean-Yves Blais, vous représentez ici le monde hospitalier et aussi les centres d'expertise dans une spécialité, la cancérologie, qui a souffert pendant la crise. Alors, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qui a quand même marché? Ou justement, quel était l'écueil de cette crise? Qu'est-ce qu'il faut pérenniser? Très concrètement, comment faire en sorte, on arrive tout de suite au cœur du sujet, cette graduation des soins, comment faire en sorte que ça marche mieux? Alors, je pense que cette crise a été effectivement éminemment structurante et elle nous a obligés à nous recomposer très, très rapidement. Je rejoins ce qui vient d'être dit et je pense que les modifications de notre organisation devront venir du terrain et principalement du terrain si on veut s'adapter à des crises inédites telles que celles qu'on vient de voir. Moi, j'en retiendrai plusieurs éléments. Tout d'abord, la nécessité impérieuse d'adapter nos systèmes de communication. On a vu que les déplacements étaient un problème et on a vu que d'ailleurs l'absence de déplacement pour des patients qui présentaient des symptômes pouvait être une source de retard. Ce que nous avons pu faire au sein des centres de lutte contre le cancer, c'est organiser une communication auprès de nos patients à travers courrier électronique, différents outils de communication qui ont été à la fois très réactifs et très appréciés, rendant d'ailleurs, c'est assez remarquable, relativement caduques les hotlines. Maintenant, on s'est aussi rendu compte, et c'est sans doute quelque chose sur lequel nous devons travailler avec les professionnels de la ville, que beaucoup de patients n'étaient pas connectés sur le plan électronique, et on le sait bien. Et là-dessus, il y a une inéquité sur laquelle on doit travailler. On ne peut travailler que collectivement et en lien tous ensemble. Merci. Je voulais lui demander une précision, oui, Philippe. Vas-y. Caduc les hotlines, merci de traduire, Jean-Yves Blais. Caduc les hotlines. Alors, caduc les hotlines, c'est un raccourci qui mérite effectivement d'être un peu explicité. En fait, nous avons ouvert une hotline très vite, dès les tout premiers jours de la crise, pour tenter de répondre aux questions des patients qui demandaient dois-je venir, etc. Et que faire dans cette situation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à travers des communications par les médias électroniques et par les courriers dont nous disposions pour l'ensemble de notre patientèle, il y avait cette hotline est assez vite devenue peu utilisée parce que les patients avaient reçu des informations. Ceci étant dit, je reviens sur mon deuxième point, les patients que nous ne connaissons pas et que les praticiens de ville, les praticiens de terrain au premier rang connaissent évidemment, sont ceux pour lesquels nous n'avons pas de contact et sur lesquels nous devons travailler.
Alors François Pellen, vous êtes ophtalmologue ou ophtalmologiste, comme vous voulez, et vous avez écrit un livre qui va plus loin, et vous parlez d'un médecin entrepreneur. Vous dites que le médecin doit mieux s'organiser, plus déléguer des tâches, etc. Alors en quelques mots, les enseignements de la crise par rapport à cette vision assez novatrice de l'organisation du médecin et des professionnels de santé, bien évidemment, en général. Oui, alors les entrepreneurs, ce sont des gens agiles, qui réagissent extrêmement rapidement. Et le premier constat que je ferai de la crise, qui n'est malheureusement pas fini d'ailleurs, c'est la perte d'agilité dans notre pays. Et ce que on décrivait tout à l'heure sur les hôpitaux, on voit que ce qui est positif, c'est que cette agilité, elle peut revenir presque instantanément si on arrête de nous couler dans le béton avec des réglementations sans fin. Et je voudrais donner un exemple qui a quand même été marquant dans cette crise, c'est la téléconsultation. Alors que on se baladait à 70 000 consultations année ou un truc comme ça, tout d'un coup, c'est par millions que les téléconsultations se sont faites. Alors moi, ce que je souhaite, c'est que les ordonnances qui ont fait sauter les cadres, notamment dans la téléconsultation, eh bien, elles perdurent, parce que on a vu que si on nous laissait faire, il y avait beaucoup d'agilité dans le monde médical. Oui. Est-ce que ce ne sont pas quand même des figures de style, là, toujours? D'ailleurs, nous recevrons évidemment des représentants d'institutions dans une prochaine émission. Aujourd'hui, nous avions le plaisir de recevoir des professionnels de santé, mais n'est-ce pas une figure de style obligée de taper sur l'administration? Ma première question. La seconde, on voit bien qu'il y a eu des relations difficiles, mais d'ailleurs c'est très traditionnel dans notre pays entre la ville et l'hôpital. Mais enfin, on a vu au début, dans le premier confinement, et effectivement, on va bien le reconnaître, des relations difficiles entre la ville et l'hôpital. On les a vues ensuite plus fluides. Et puis, Jean-Paul Ortiz, on n'a quand même pas l'impression que vous et quelques-uns de vos confrères, responsables de syndicats, je ne sais pas si on peut vous surprendre, mais aujourd'hui, un autre président de syndicat attaquait très fortement sur la vaccination les pharmaciens. Est-ce que tout cela est bien sérieux? Écoutez, Pascal Moret, je crois que par rapport à ce que on a vécu, il y a des choses qui franchement ont bougé. On parlait des relations ville-hôpital, indiscutablement, elles ont bougé. Alors c'est vrai que au départ, ça n'a pas été complètement simple, mais je le disais tout à l'heure, il y a eu une vraie collaboration sur le terrain. Par rapport à ce que disait François Pellen, et je vais peut-être le surprendre et vous surprendre, ça fait bien longtemps que chez nous, à la CSMF, on prône le modèle de l'entreprise médicale libérale. Et vous m'avez déjà entendu développer ces thèmes où je prône un regroupement, une réorganisation de la médecine de ville de façon à la structurer en véritable établissement de soins libéraux aux mains des médecins libéraux. Parce que je pense que le modèle de demain, c'est ça, et notre faiblesse, c'est effectivement notre relatif éclatement, pour pas dire notre individualisme, et je crois qu'il faut aller vers ce travail en commun. Sur le problème dont vous parliez sur la vaccination chez les pharmaciens, je crois qu'aujourd'hui, il faut poser le problème en termes de besoins. Quel est le besoin aujourd'hui dans le pays? C'est bien un besoin de vaccins, c'est de ça dont on manque. Donc aujourd'hui, on a choisi des priorisations et le médecin est certainement celui qui peut prioriser le mieux les patients à risque. Après, le médecin, il n'a pas vocation à faire la vaccination en tant que telle. Il y a les infirmières et les infirmiers, il y a éventuellement les pharmaciens, il y a d'autres professionnels de santé qui peuvent vacciner. C'est pas le problème. Le problème, c'est d'avoir suffisamment de vaccins pour organiser la vaccination aux populations qui ont été priorisées par le gouvernement, et puis quand il y a des vaccins pour tout le monde, mais tout le monde doit vacciner, tous les professionnels de santé. Oui, on va passer la parole tout de suite à Jean-Yves Blay. Jean-Paul Ortiz, donc vous dites aujourd'hui, à la tribune des contrepoints de la santé, que vous n'êtes pas contre la vaccination des pharmaciens et des infirmiers. C'est bien ça, on a compris ça ? Absolument. À partir du moment où on a des vaccins qui sont disponibles pour tout le monde, il faut que
on puisse vacciner largement. Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. On priorise. J'admets avoir mal. C'est le médecin. Oui. J'admets avoir mal. Je peux ajouter un commentaire. Mes confrères de la presse. Alors, François Pellel, je peux ajouter un commentaire. oui. François Pellel. Oui, parce que moi, je soutiens tout à fait la position de Jean-Paul Ortiz. Moi, je ne comprends pas. Les médecins vont avoir un flacon dans la semaine prochaine. Pourquoi commencer à dire qu'on va faire vacciner par toutes les populations des professions de santé, alors que le médecin, qui est quand même le premier intéressé, n'a qu'un flacon dans la semaine. Alors attendons d'avoir 100 flacons dans la semaine et puis on verra comment on réagit. Bien sûr. D'accord. Revenons à notre sujet. Jean-Yves Blais sur territoire et santé, comme notre sujet. Oui, et les relations entre établissements privés, les vôtres sont PSPH, enfin les centres de cancérologie, mais enfin il y a tous ceux qui sont privés à but non lucratif et privé, et l'hôpital. Deux commentaires un peu différents avec les deux thèmes qui ont été abordés dans les précédentes minutes. Le premier sur la vaccination. Je pense qu'effectivement, on est dans une situation où le nombre de vaccinés augmente, mais on n'a probablement pas fait accès de vaccins. Il faut une distribution qui soit équitable et qui permette de couvrir l'ensemble de la population. À ce titre, je note que si la diffusion de la vaccination sur l'ensemble du territoire à travers les praticiens libéraux de terrain et les pharmaciens est une très bonne chose, dans les PUI des établissements qui ne sont pas strictement des CHU, nous n'avons pas accès en direct à la vaccination, alors même que nos patients doivent être vaccinés à une date très précise du fait des chimiothérapies. On sait que les patients atteints de cancer ont 30% de mortalité, et là c'est quelque chose qui est à faire évoluer. Et ça c'est un point vraiment très important. La diffusion sur le territoire, c'est une très bonne chose, mais prenons garde à ce que les gens qui prennent en charge les populations très à risque, probablement les plus à risque, puissent avoir également la possibilité de vacciner, parce qu'on ne peut pas dire à un patient atteint de cancer d'aller se faire vacciner quand il le pourra à la pharmacie ou auprès de son médecin. Daniel Guilherme, sur la vaccination quand même, et les infirmiers, et ces oppositions qui ne sont quand même pas tout à fait artificielles entre les professionnels de santé, et vous, deux mots. En deux mots, ce que je pense, c'est que le combat sur la vaccination dans le contexte qu'on traverse est un combat d'arrière-garde. C'est un combat d'arrière-garde parce qu'on a un objectif, en fait, qui est de casser les chaînes de contamination. Et plus on aura d'effecteurs pour réaliser ces vaccinations, plus vite on sortira de cette pandémie. Donc, il y a pas pour nous, c'est un non-sujet. Le problème, effectivement, et je rejoins ce que dit Jean-Paul Ortiz, c'est un problème d'approvisionnement aujourd'hui. Donc, on est dans une hiérarchisation des effecteurs parce qu'on a en fait des soucis d'approvisionnement. D'accord. Philippe Leduc, qui est l'avant-garde combattante. Question. Alors, sur les territoires, le maître mot, quand même, c'est la coordination et la graduation des soins. Et la vaccination, on est en quelque sorte un exemple très actuel. Pour 4 Français sur 10, il y a un manque de coordination, comme va nous le détailler tout à l'heure Odile Peixoto dans ce sondage BVA. Donc la coordination, surtout sur les pathologies chroniques, la graduation des soins, on en reparlera avec Pascal aussi. Comment faire en sorte que ça marche mieux ? Il y a vraiment une difficulté, c'est quelque chose sur les bassins de vie, sur les territoires. Est-ce que là aussi, professionnels de santé, vous ne devriez pas être un peu plus au front et essayer de... Alors il y a beaucoup d'initiatives, mais il y a beaucoup de freins aussi. Comment faire en sorte pour que réellement ça avance ? On commence Jean-Yves Blais ou Jean-Paul Ortiz ? Allez-y. Jean-Paul Ortiz. Oui, ce que je dirais pour améliorer la coordination, il faut d'abord connaître les outils. Parce que 2 individus dans une société primitive, ils vont pouvoir dialoguer en parlant la même langue. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas les outils qui parlent la même langue. Je parle du monde numérique. Et ça, c'est un Jean-Paul problème Ortiz, je vous interromps tout de suite. Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est toujours un peu la faute des autres. Non, c'est pas la faute des autres. Le numérique se développe, bon, mais on a toujours l'impression que c'est pas votre faute, vous n'avez pas les moyens, etc. Comment ? Et pourtant, il y a des initiatives des professionnels. Comment faire en sorte que ces initiatives se développent, se pérennisent et se diffusent ? Non, mais Philippe Leduc, c'est pas la faute des autres. Je dis que aujourd'hui, et vous avez complètement raison, les initiatives de coordination qui existent, parce que
On ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, mais il y a beaucoup d'initiatives sur le terrain avec l'émergence de structures de coordination qui se font autour du patient, qui se font dans des structures plus organisées, comme les maisons de santé pluriprofessionnelles, les CPTS, ces fameuses comités professionnels territoriaux de santé. Donc il y a des choses qui sont en train de se faire dans le pays. Et quand vous regardez la façon dont se construit la coordination sur le terrain, elle commence par un outil de communication partagé. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas un outil de communication partagé, diffusé, qui parle la même langue à l'échelon national, la coordination aura beaucoup de mal à s'étendre partout et en différentes structures de coordination à l'échelon des territoires. Ça, je crois que c'est le point numéro 1. Après, les acteurs sur le terrain, pour revenir à la question dont vous parlez, on l'a vu à l'occasion de la crise Covid, les acteurs sur le terrain, ils se coordonnent par nécessité, et on l'a vu, et les murs entre la ville et l'hôpital ont été en grande partie cassés autour de cette crise, et moi je me félicite de ça. Mais on s'est heurté quand même à un certain nombre de difficultés très terre-à-terre, en particulier autour de la communication, en particulier autour des règlements, des réglementations, des circulaires, etc. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, redonnons le pouvoir aux professionnels sur les territoires. Alors Jean-Yves Blais, vous êtes d'une spécialité particulière, la cancérologie, où là il y a un vrai aussi problème de coordination, de graduation des soins aussi. Les Français, 4 sur 10, je le répète, considèrent qu'il y a un manque de coordination. Aller au bon endroit au bon moment sur son territoire, sur cette pathologie importante, comment faire en sorte que ça marche réellement mieux ? Je pense tout d'abord qu'il y a une différence assez notable selon les différentes régions en termes d'organisation. Dans la discipline, effectivement, dont je m'occupe, je constate que dans certaines régions, il y a des réseaux de communication qui sont très efficaces et qui permettent des échanges d'informations au sujet des patients de manière très fluide. Pour d'autres, c'est organisé de manière différente et peut-être un petit peu moins fluide. Il y a probablement, je pense, du fait de ces différences régionales, des leçons à tirer et à partager de manière collective, parce qu'après tout, effectivement, je suis à titre personnel assez sceptique qu'une solution nationale univoque puisse résoudre le problème. Il y a des différences selon les régions. Par contre, que les régions puissent utiliser des outils qui ont déjà été mis en place et qui fonctionnent bien pour ces thématiques me paraîtrait probablement une bonne idée, une manière de travailler collectivement et de partager les expériences. Parce que, indiscutablement, dans cette discipline, la communication a été un point clé, et je rejoins ce qui a été dit sur l'importance de la téléconsultation, qui a été transformante. Sur l'établissement que je dirige, dans les 8 semaines qui ont précédé le début du confinement, c'était une vingtaine de téléconsultations. Dans les 8 semaines après, c'était 5584. Donc ça a été une transformation comme on n'en a jamais vu. Oui. Jean-Yves Blais, 2 choses. D'abord, d'une manière globale, est-ce qu'en France, dans les régions, vous êtes le président d'Unicancer, donc vous devez avoir une vision assez globale, est-ce que quand on veut avoir accès à un spécialiste de cancérologie, est-ce que ce n'est pas, vous nous dites que ce n'est pas la croix et la bannière, c'est réalisable, enfin, etc. Et la deuxième question, on a beaucoup été attiré notre attention, alors notamment par le président de la Ligue, mais je crois également par vous, pendant cette crise, avec beaucoup de patients qui n'osaient pas, qui ne voulaient pas, qui ne pouvaient pas avoir accès à des spécialistes de cancérologie. Où est-ce qu'on en est maintenant ? Alors maintenant, ce que l'on peut dire sur les chiffres Unicancer et sur lesquels on a partagé et publié, donc sur les 7 premiers mois de l'année, on avait 6% de retard sur les nouveaux diagnostics. Le chiffre d'activité était en fait en croissance sur les anciens diagnostics, ce qui prouve bien que ce sont les nouveaux patients qui ne sont pas venus. Ces chiffres rejoignent ceux de 2019 en revanche sur la deuxième partie de l'année, mais ne rattrapent pas le retard que nous avons observé sur la première partie de l'année. Dans les établissements Unicancer, je le précise, qui font certes 20-25% des diagnostics et de la prise en charge des cancers sur notre pays, mais les chiffres qui sont disponibles à la TIH dans les différents établissements hospitaliers montrent que le décalage par rapport à 2019 pourrait être plus important, et il n'y a pas eu nous n'avons pas refait cette analyse récemment, mais a été très importante sur les 7 premiers mois de l'année. Mais la question de Pascal sur l'accès aux soins aux spécialistes, là aussi, Odile va nous le détailler, mais la difficulté d'accès, c'est surtout le spécialiste. Alors, comment l'améliorer là encore ? Et puis après, on posera une question à Daniel Guilherme.
Comment l'améliorer? Je pense qu'il faut la communication selon laquelle il ne fallait pas différer sa consultation commence à avoir à être largement passée. Ce qui est observé tout de même dans les différents établissements secondaires ou tertiaires de prise en charge, c'est pas un engorgement des patients qui viendraient dans cette période. C'est une situation qui est quasi normale au moment où parlons. C'est ça qui est un petit peu surprenant, puisqu'on s'attendrait à ce qu'il y ait effectivement un surcroît d'activité. Alors comment le faire? Je pense que ça ne peut passer que par le travail sur les communications dans les réseaux régionaux. Ça ne peut être que régional. Encore une fois, je ne pense pas que les solutions nationales puissent être nécessairement mises en place. Il faut s'inspirer des expériences régionales qui fonctionnent, qui sont disparates sur le territoire national, et essayer de diffuser celles qui fonctionnent bien. On est bien d'accord que le territoire en santé est très important, c'est le but de ces débats. Daniel Guilherme, 4 Français sur 10 qui considèrent qu'il y a un manque de coordination. Vous êtes au cœur de la coordination pour certaines pathologies. Comment vous vivez cette relation avec vos autres confrères? Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui, en fait, je vais utiliser une métaphore. Quand on veut construire une cathédrale, on ne commence pas par les flèches, on commence par les fondations. Et aujourd'hui, le sentiment qu'on peut avoir avec le développement en fait des CPTS, c'est qu'on s'intéresse plus aux flèches qu'aux fondations. Les fondations, c'est quoi en fait en termes de coordination? C'est la coordination clinique de proximité. C'est la coordination qu'on réalise autour d'un patient en prise en charge singulière avec une équipe de soins primaires qui s'organise autour de ce patient. Les CPTS, c'est une approche populationnelle. On est dans la réalisation de parcours patients. Notre position est de dire que tant qu'on n'aura pas réglé de manière systémique, c'est-à-dire en masse, ce problème de définition des équipes de soins primaires et cette valorisation de coordination autour du patient, on aura des difficultés à mettre en place en fait de vrais parcours patients à l'échelle des territoires. Donc la solution pour ce qui nous concerne nous, c'est déterminer de manière très claire ce qu'est une équipe de soins primaires, comment effectivement on organise une traçabilité de cette coordination autour du patient et comment on la valorise dans un second temps. Mais aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est que on s'intéresse au parcours de soins avant même que le problème des équipes de soins primaires soit réglé. On a une définition de soins primaires. Daniel Guilherme, cette cathédrale, ça fait longtemps qu'on l'a construite quand même. Alors si on attend d'avoir bien posé toutes les pierres au sol, Philippe, ça va prendre du temps. Oui, Philippe, je voudrais rassurer nos téléspectateurs des contrepoints de la santé. Nous ne sommes pas contre Viollet-le-Duc et nous sommes pour la reconstruction de Notre-Dame, hein, que ce soit bien clair. Sans flèche. Si je peux me permettre de répondre quand même à ce que vous venez de dire, c'est que certes, ça fait longtemps qu'on essaye de construire cette cathédrale, mais on n'y arrivera jamais si on commence par le toit. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut vraiment aller sur les fondations, et on n'a jamais été sur les fondations. Mais les équipes de soins quand même primaires, ça existe, c'est défini dans la loi, etc. Pourquoi vous ne les mettez pas en place? Elles existent. Attendez, je vais vous citer un exemple. Aujourd'hui, si on reprend les textes, loi de janvier 2016, on vous dit en fait ce qu'est une équipe de soins primaires. Et si vous prenez la sédimentation des textes depuis la loi Bachelot jusqu'à la loi Ma Santé 2022, au final, on vous dit qu'une équipe de soins primaires peut être une MSP qui elle-même peut être une CPTS. Allez expliquer ça à vos mandants sur le terrain. Personne n'y comprend plus rien. Il faut vraiment déterminer ces niveaux de coordination. Il faut savoir qui fait quoi. De notre point de vue, nous, les équipes de soins primaires sont des effecteurs de soins. Les CPTS sont des organisateurs de parcours. Non mais ça paraît clair. Pourquoi ça avance pas? Parce que bon, il y a la loi avec ses défauts, mais pourquoi dans les relations que vous avez avec le ministère de la Santé, de l'administration, vous n'arrivez pas à vous entendre? C'est assez simple quand même de mettre en place une équipe de soins primaires avec un infirmier, un pharmacien et un médecin. Ah ben voilà, vous l'avez dit. En fait, nous notre demande est de responsabiliser un triptyque socle constitué du médecin traitant, du pharmacien correspondant et de l'infirmier de famille, de responsabiliser ces acteurs, non pas en fait pour exclure les autres professionnels de santé, mais en tout cas pour asseoir un levier systémique de transformation du système de santé. Pascal, alors sur le numérique, on en a parlé. Là aussi, oui, Jean-Paul, vous voulez rajouter un mot ? Justement sur le numérique, parce que je pense que je me suis mal fait comprendre tout à l'heure.
quand je parle je préconise pas une solution nationale. Je préconise que les choses soient claires, qu'il y ait des règles nationales de façon à ce que nos outils numériques puissent communiquer entre eux, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et de ce point de vue-là, je trouve que la mission du numérique à santé, pilotée par Dominique Pon, va dans le bon sens, affiche de bonnes intentions, mais j'aimerais que ça aboutisse quand même, parce que alors, on justement, nous dit, sur le numérique, on va donner des règles rapidement, mais on les voit pas venir, et ça fait 2 ans et demi que ça traîne. Jean-Paul Ortiz, sur le numérique, tout le monde s'accorde que c'est fondamental, bien évidemment. Se caler sur les régions, parfois, on perd du temps parce qu'il y avait eu territoire santé numérique qui a été une sorte de gâchis, ça a coûté 80 millions. Donc, comme vous dites, il faut qu'il y ait un cadre national et que ce soit décliné en région. Tout le monde est d'accord pour dire que la crise a quand même stimulé tout ce qui est numérique, avec la télémédecine en particulier. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, l'Agence numérique en santé, la délégation ministérielle aussi travaille beaucoup. On a l'impression qu'ils avancent. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait, un petit tour de table rapide, pour que ça avance plus vite? Oui, et probablement d'ailleurs en ophtalmologie et même en cancérologie, est-ce que là, il y a des apports ophtalmologie, par exemple, téléconsultation? Il y a un champ d'expérimentation possible? Très rapidement, et cancéro aussi, après. Un point précis. François Pellen, d'abord. Oui. Permettez-moi quand même de répondre un tout petit peu à ce qui a été posé comme question, qui était la coordination et la responsabilité de chacun. Alors certes, les CPTS, ça peut être bien, mais il ne faut pas que ça soit des mini-ARS, hein. Parce que sinon, on compliquera encore les choses. Alors, est-ce que on doit toujours attendre d'en haut que ça arrive? Moi, je dis non. Et est-ce qu'il y a une part de responsabilité de nous-mêmes? Moi, je dis oui. Jean-Paul Ortiz disait tout à l'heure que nous, les professions de santé, on est éclatés. Et un des grands problèmes pour la coordination, c'est que c'est très compliqué de coordonner des gens qui sont éclatés. Et c'est pour ça que quand je préconise l'entreprise médicale, je veux des structures qui soient plus grosses et qui aient les moyens de se coordonner, parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Et quand on est en train de faire les soins, on ne peut pas passer son temps à se coordonner avec les autres. Donc c'est pour ça que nous, les professionnels de santé, nous devons nous regrouper, alors que ça soit sous une forme ou sous une autre, peu importe, mais il faut des regroupements pour qu'on pèse chaque structure pèse suffisamment pour pouvoir être entendu dans la coordination. François Pellen, qu'est-ce qui pourrait justement, parce que c'est un regroupement, c'est facile à dire, mais les médecins libéraux, par essence, ils sont libéraux, ils veulent travailler, certes, en coopération avec les autres, mais il y a un esprit d'indépendance très fort. En un mot, puis après on passera sur ce problème de d'abord, on ne doit pas réfléchir à comment on est fabriqué, quel est notre esprit, mais de quoi a besoin le patient, hein. Alors, je pense qu'il faut d'abord partir du besoin du patient. Le besoin du patient, c'est d'être traité dans de bonnes conditions, le plus rapidement possible et avec un accès simple à ces professions. Et pour faire ça, il faut impérativement... L'entreprise... Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus dans de la médecine de proximité, ça veut dire qu'on est regroupé. Je pense que le modèle des maisons de santé est tout à fait respectable, mais c'est pas encore tout à fait une entreprise. C'est mettre au même endroit des gens qui sont tous indépendants. D'accord, on a compris, François Pellen, on a compris. On va voir un petit peu la réaction de vos confrères sur numérique et entreprise. Et après, on passera aux élections. Vous nous confirmez, François Pellen, que vous n'avez rien contre les agriculteurs, quand même, qui font les foins? À cause du rhume des foins ou quoi? Allez, Jean-Yves Blais et Daniel Guilherme qui demandent la parole. Très rapidement. Sur le numérique, en fait, je rejoins ce qui a été dit. Bon, il ne faut pas attendre en fait des pouvoirs publics qui nous fournissent une solution interopérable demain qui fasse l'alpha et l'oméga de la communication. Je vais vous citer un exemple. À la fédération, on a développé un outil qui s'appelle InziCare, qui est un outil d'adressage qu'on a orienté coordination. Aujourd'hui, cet outil est utilisé sur 8 régions dans le cadre du déploiement de la visite domiciliaire sanitaire infirmière.
pour briser les chaînes de contamination. Donc, on voit très bien que dès lors qu'on prend en main nos outils, qu'on les élabore et qu'elles deviennent en fait, qu'elles répondent à des cas d'usage, ces outils émergent. Donc, je rejoins ce qui a été dit, il ne faut pas tout attendre de la technostructure, tout attendre en fait des services centraux. Il faut s'emparer en fait de ces thématiques-là, proposer, développer et déployer. Et ça marche. Et Jean-Yves Blais, est-ce que vous aussi, vous développez des outils numériques alors, est-ce que ça marche aussi? Est-ce que vous êtes pris en main Oui, je pense, enfin, je partage tout ce qui vient d'être dit. Les solutions numériques, il ne faut pas les attendre d'en haut, il faut les déployer soi-même pour s'adapter dans le cadre de nos pratiques à ce qu'attendent les patients. Et effectivement, les outils qui sont mis en place, qui permettent la communication directe entre le patient et son soignant, ou surtout la communication entre le praticien de terrain de proximité et les équipes de centres de référence tels que le centre de lutte contre le cancer, c'est ça la solution. Et je crois qu'elle doit être à façon et à travers des réseaux locaux, c'est comme ça que ça fonctionne. On parle un peu de politique et de ces élections régionales à l'URPS, notamment dans quelques jours. Est-ce que c'est finalement un exercice de pseudo-démocratie artificielle ou réellement on peut attendre des propositions innovantes des partis? Vous n'êtes pas tous représentés, tous les syndicats, mais qu'on attendre, alors que d'ailleurs la politique conventionnelle nationale fonctionne mal, hein. Les uns et les autres ont interrompu les travaux. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Peut-être d'abord Jean-Paul Ortiz, j'imagine très impliqué, peut-être Daniel Guilherme aussi sur ce sujet. Alors... Oui, bien sûr, on est très impliqué. Pour nous, c'est un enjeu, bien sûr, pour la représentativité des différentes structures syndicales. Ce que je constate à la fois avec beaucoup de tristesse, mais je suis persuadé que finalement ça va être porteur d'avenir, c'est la multiplicité et l'éclatement de la représentation professionnelle chez les médecins. Il y a 8 syndicats qui se présentent devant les électeurs. C'est énorme. Je pense que vraiment il va falloir... La faute à quoi, Jean-Paul Ortiz? La faute à quoi? Et à qui? Alors voilà, ça c'est toujours compliqué. Je pense que c'est des guerres d'ego dans beaucoup d'endroits, des aventures individuelles qui font qu'aujourd'hui on est sur cet éclatement professionnel. C'est mortifère pour la profession médicale, c'est mortifère pour le poids des médecins vis-à-vis des pouvoirs publics. Et dès que ces élections seront passées, et nous y sommes déterminés, on fera tout pour regrouper et lancer un mouvement de regroupement de l'ensemble, ou en tout cas le plus large possible, des structures de représentation syndicale. On ne peut pas continuer comme ça, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Jean-Paul Ortiz, justement, la situation est quand même assez sérieuse et assez inquiétante. Les URPS, c'est pour organiser les soins et la santé sur les territoires, et on a l'impression, à vous écouter, vous et vos confrères syndicalistes, que c'est une bataille de syndicats et une surenchère surtout, parce que la valeur du C passe de 50 à 80, bientôt 200, ce qui est sûrement justifié, mais on voit bien qu'il y a une surenchère. Alors, là encore, c'est des vœux pieux. Vous dites que ça va s'arranger après les élections. Qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'il n'y ait pas cet éclatement, il n'y ait pas de cette surenchère et qu'on parle réellement organisation des soins et de la santé sur les territoires? Philippe Leduc, j'ai pas dit que ça allait changer après les élections. J'ai dit que, en ce qui nous concerne, nous ferons tout pour lancer un mouvement de regroupement. Quand on regarde l'histoire des sociétés en général et de la représentation à l'intérieur des sociétés, c'est au moment des crises majeures que les gens se rassemblent. On vit une crise sanitaire majeure, on vit une crise de représentation importante avec effectivement des enjeux majeurs pour l'avenir même de la médecine libérale et des professionnels de santé libéraux en général. Donc je pense que c'est vraiment le moment d'aller vers une représentation et un regroupement ensemble de l'ensemble des médecins et puis avec les autres professionnels de santé, parce que on ne pourra pas répondre aux besoins de la population si on n'engage pas cette démarche-là à l'échelon des différents responsables. Daniel Guilherme, les infirmiers sont plus unis? On va dire qu'on est moins balkanisés. Nous avons quatre listes en fait en présence dans ces élections.
Ce que je trouve spécifique en fait dans le scrutin qui s'annonce, c'est aujourd'hui la jonction qui est en train de s'opérer entre le conventionnel et l'objet social que sont les URPS. L'objet social des URPS était l'organisation à l'échelle des régions. Mais aujourd'hui, on voit très bien qu'on rentre en négociation sur des modèles d'organisation pluriprofessionnelle qui seront déclinés en région. Donc il y a cette jonction qui se fait avec cet enjeu majeur qui est de savoir en fait vers quel modèle de territorialisation on se dirige. Donc là, effectivement, il y aura des positions clivantes entre les différentes organisations, en sachant qu'il y a aujourd'hui effectivement des gens qui sont plutôt modèles pro-intégrés, CPTS, MSP, et d'autres qui le sont un peu moins et un peu plus pro-libéral. Je pense que le clivage se situera là. D'accord. Il y a les élections régionales aussi générales en juin. Alors très très rapidement, est-ce que vous en attendez quelque chose? Un mot chacun? Oui, non et quoi? Alors, moi je voudrais d'abord dire que je suis candidat ni aux URPS, mais je voterai, ni au régional, ni au présidentiel. Comme ça déjà, voilà une bonne nouvelle. Oui, mais, on sait que quand on dit qu'on ne se présente pas, bon, voilà, nous venons d'apprendre à la tribune des contrepoints que François Pelaine est candidat au présidentiel. Nous l'avons compris. Alors, est-ce que ça vous intéresse? Par contre, moi, je ressens un à-coup des élections aux URPS, qui sont évidemment très importantes. C'est que, du coup, la discussion conventionnelle a été arrêtée. Et il y avait dans cette discussion conventionnelle 2 points qui m'apportaient beaucoup, qui étaient relatifs à la téléconsultation, qui aujourd'hui est dans sa forme remboursable, est plus adaptée à la médecine générale qu'à la médecine de spécialité pour différentes raisons. Et il y avait dans la négociation conventionnelle des points relatifs à ce blocage technique. Et j'espère que la négociation conventionnelle, une fois les élections passées, avec nos nouveaux syndicats, nos nouveaux représentants syndicaux, alors pourra redémarrer. François, les élections régionales, manifestement, ça vous branche pas trop, ça vous parle pas? Vous attendez rien des régions? Un mot chacun. Alors, Jean-Yves Blais ou Jean-Paul Ortiz. Allez-y. Allez-y, j'interviendrai après. Jean-Yves Blais. Pas de commentaire. Je pense que c'est un processus démocratique qui est naturel. Nous sommes un peu à distance, bien entendu, de ces élections, mais elles sont pour nous très importantes parce qu'elles structurent le futur. Donc voilà. Non, la question, on vous demandait pas pour qui vous votiez, surtout en région Rhône-Alpes. La vraie question derrière, c'est est-ce que la santé, qui aujourd'hui dans notre pays est très nationale, est-ce que finalement les uns et les autres, vous seriez pour introduire dans les régions, dans les politiques régionales, plus de santé, que ça devienne aussi, il y a quand même un courant plus régionaliste ou en tout cas moins national qui s'exprime. Alors Jean-Paul Ortiz. Alors justement, et comment Jean-Paul Ortiz? Oui, tout à fait. C'est pour ça que moi, par contre, les élections régionales, ça m'intéresse beaucoup. Pour 2 raisons. C'est que cette année, à ces élections, je suis sûr qu'on va parler santé dans ces élections régionales. C'est nouveau, puisqu'on le sait que, a priori, la santé ne fait pas partie des responsabilités régionales. Sauf que la crise nous a montré l'inverse. Parce que partout, dans les territoires, et surtout à l'échelon des municipalités, des communautés de communes, mais des départements aussi, et quelquefois des régions, les politiques s'en sont mêlés, ont accompagné les professionnels. Sauf que, avec la démographie médicale que nous avons, les régions s'en mêlent parce que elles accompagnent ici des étudiants qui vont s'engager dans des contrats, ici des construction de MSP, des regroupements, etc., etc. La santé est devenue un enjeu majeur à tous les niveaux de l'État. Et je m'en félicite. Et pour répondre à la question de Pascal Morel tout à l'heure, je pense qu'effectivement, il va falloir arriver à donner une tonalité régionale, voire départementale, à cette santé qui aujourd'hui est beaucoup trop centralisée. Et il y aura probablement une partie non seulement organisationnelle, mais probablement de financement, qui restera minoritaire, mais une partie du financement qu'il faudra
déterminée au niveau régional et au niveau départemental de façon à coller au mieux à la réalité des territoires. Jean-Paul Ortiz, vous en avez parlé avec votre voisin Jean Castex à Prades, là, c'est pas loin de Perpignan. Vous en avez parlé ? Oui, tout à fait, mais... Oui, mais alors moi, ce que je regrette, c'est que dans le discours, Jean Castex, il a dit, et de ce point de vue-là, moi j'étais ravi qu'il ait ce discours-là lorsqu'il a été nommé Premier ministre. Il a dit qu'il allait tenir compte des territoires et qu'il voulait beaucoup travailler avec les maires. Et en réalité, on est retombé dans un centralisme terrible, y compris en matière de santé. D'accord. Alors, il a oublié ce qu'il a dit au peut-être départ. Daniel Guilherme quand même sur les élections. Daniel Guilherme, mais après on verra ce que pensent les Français de territoire et santé. Daniel Guilherme, très rapidement alors. Je pourrais dire un mot aussi ? Non. Oui, alors chacun, allez-y. Allez, alors Daniel parce Guilherme. qu'on est en retard et on a un très beau sondage présenté par... On voit très bien en fait qu'on est dans un mouvement qui s'accélère. Alors si on reprend la sédimentation des 3 dernières lois cadres, dans HPST en 2009, il y avait hôpital, patient, santé et territoire. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup en fait les collectivités territoriales se manifester avant la crise là. Et là on voit que dans l'après-Ségur, les collectivités territoriales ont eu des revendications assez fortes en termes de prérogatives et d'organisation en fait du système de santé à l'échelle des territoires. Donc on est dans un mouvement, et je rejoins ce qu'a dit Jean-Paul Ortiz, on est dans un mouvement de fond où effectivement les collectivités territoriales, que ce soit les communes, les communautés de communes ou les départements, revendiquent en fait, et bien souvent à juste titre, le droit en tout cas de participer au débat sur l'organisation du système de santé à l'échelle des territoires. François Pellen. François Pellen et Oui, Jean-Yves Blay. moi, je m'intéresse beaucoup aux régions. Alors évidemment, puisqu'on s'intéresse aux régions, on s'intéresse aux élections régionales. Mais la raison pour laquelle je m'intéresse beaucoup aux régions, c'est un point sur lequel je suis d'accord avec les autorités, qui concerne la téléconsultation. Je suis engagé dans un assez gros programme de téléconsultation en ophtalmologie en partenariat avec la CNAM, et je suis vraiment en faveur d'une téléconsultation qui soit organisée à un niveau régional et pas des plateformes complètement découplées du territoire. Et ça, c'est quelque chose de très important. Dans le projet que je mène, ça se passe dans une région et il est évident que c'est l'échelon régional qui importe pour l'avènement de la téléconsultation. Jean-Yves Blay. Et le deuxième point qu'on pourrait peut-être coupler à ça, c'est que il faudra quand même, puisqu'on a parlé du Ségur de la santé, que le Ségur de la santé, un de ces jours, s'intéresse à la médecine de ville, et je prône l'existence d'un Ségur de la santé de la médecine de ville, parce qu'on peut vraiment pas dire que la médecine de ville... Restons sur la région pour l'instant. Par le Ségur précédent. Jean-Yves Blay. Oui, je pense que tout le monde est d'accord sur la nécessaire implication de la région et du département dans ces processus, et leur volonté de contribution est évidente. La question, c'est que nous n'avons pas les outils actuellement de le faire. Et c'est ça qu'il faut faire évoluer. Alors, comme disait Pascal, on a un très très beau et très complet, très riche sondage. On a interrogé, Odile Pexoto a interrogé les Français la semaine dernière, hein, c'est tout chaud, sur la coordination, sur la délégation de tâches, etc. Pas sur la délégation de tâches, non. On vous écoute, Odile. Bonjour à tous. Donc oui, nous avons interrogé donc un échantillon national de Français de 1000 personnes la semaine dernière, entre le 11 et le 15 février. Avant de rentrer dans notre sujet sur l'organisation des soins sur les territoires, notre indice de confiance dans l'action du gouvernement en matière de santé, donc il se stabilise à 40% de gens qui pensent que l'action du gouvernement va dans le bon sens. C'est un résultat assez stable parce que ça bouge très peu depuis cet automne. Et si on se rappelle, en février dernier, nous étions à 31%. Donc la crise a plutôt vu une augmentation de cette confiance plutôt qu'une dégringolade. Donc pour entrer dans notre sujet, premier indicateur très simple, on a demandé aux Français, lorsque vous avez besoin d'un rendez-vous avec un MG, pharmacien, infirmier, kiné, etc., est-ce que pour vous c'est très facile de prendre rendez-vous ? Et on s'aperçoit qu'il est relativement facile de prendre rendez-vous avec le MG et l'infirmier. On n'a que 14% qui ont des difficultés pour le MG, 16% qui ont des difficultés
pour l'infirmier. Par contre, le kiné, c'est déjà plus difficile avec 32% de personnes qui ont des difficultés pour prendre rendez-vous. Le médecin spécialiste consulté le plus, là on est à 38% de difficultés. Et le chirurgien dentiste, 45% de difficultés. Donc une accessibilité quand même perfectible sur un certain nombre de professionnels de santé. On leur demandait ensuite, d'après leur expérience, est-ce qu'ils jugent que les professionnels de santé communiquent suffisamment entre eux, transmettent les infos concernant les patients dont ils s'occupent ensemble. Et là, on a 61% de Français qui disent oui, donc on n'est pas non plus dans quelque chose de totalement erratique, mais on a quand même 39%, les fameux 4 Français sur 10 dont parlait Philippe tout à l'heure, qui jugent qu'effectivement qu'il y a un manque de coordination autour des dossiers patients, autour des cas patients par les professionnels de santé. Est-ce que ce phénomène finalement est lié à la crise sanitaire? Bon, on a quand même posé une question pour le valider. On a quand même un petit effet délétère lié à la crise, puisque si 71% des Français nous disent que la crise n'a rien changé aux relations qu'ils avaient avec leurs professionnels de santé, il y a quand même 24% qui disent que ça s'est détérioré, contre 5% qui disent que ça s'est plutôt amélioré. Donc un léger effet délétère lié à la crise, mais ce n'est pas la raison fondamentale de ce manque de coordination. On a posé une question ensuite à l'ensemble des Français lorsqu'ils rencontrent des professionnels de santé. Ils avaient le choix. Est-ce qu'ils ont le sentiment plutôt que c'est... quelle que soit la raison de la consultation, est-ce qu'ils ont plutôt le sentiment que le professionnel de santé fait un point global sur leur santé, avec un point sur la prévention, sur les vaccinations, sur le moral, sur les traitements en cours, ou est-ce que le professionnel va plutôt directement cible uniquement le motif de consultation? Bien, on a un clivage vraiment des pratiques, puisqu'on a la moitié de la population, 54%, qui nous dit le professionnel de santé va directement au motif de la consultation, et 46% qui disent non, le professionnel de santé fait un état plus global, prend le temps de faire cet état plus global. Donc on voit finalement qu'il y a quand même un clivage des pratiques intéressant, avec une moitié des Français qui jugent que les professionnels de santé s'investissent dans la prévention, dans leur mission de santé globale, versus une autre moitié un peu moins. Au-delà de ces perceptions, alors ça c'est des perceptions un petit peu générales, on a voulu creuser et aller chercher du vécu. Donc on a demandé uniquement aux Français qui avaient au cours des 3 dernières années fait l'objet de parcours de soins complexes, c'est-à-dire que leurs problèmes de santé, on a posé une question pour savoir est-ce que vous avez eu une maladie ou un problème de santé qui a nécessité que vous ayez recours à plusieurs professionnels de santé pour justement cibler plus précisément cette notion de parcours de soins complexes. Et là, on a quand même 55% de la population concernée, donc on n'est pas sur un épiphénomène. Et ces 55% de Français qui ont eu à organiser finalement ces parcours de soins complexes pour eux, 73% ont jugé que c'était plutôt facile, n'ont pas rencontré de difficultés particulières. Par contre, 27% ont rencontré des difficultés, ont trouvé que c'était plutôt difficile, ce qui ramené à l'ensemble de la population fait 15% de la population française qui est quand même très pénalisée, qui trouve compliqué d'organiser un parcours de soins. Et dans ces parcours, avec qui ils ont eu des difficultés principalement, ça corrobore ce qu'ils nous ont dit dans leur perception générale précédemment, c'est 43% de ces Français concernés par ces parcours de soins complexes ont eu un souci pour prendre rendez-vous avec leur médecin spécialiste. 33% de ceux qui avaient besoin d'aller à l'hôpital ont eu des difficultés aussi pour prendre rendez-vous avec l'hôpital. 22% qui avaient besoin de voir leur médecin généraliste ont eu des difficultés pour prendre... voilà, donc on a dans ces parcours complexes un certain nombre de difficultés. Finalement, là où il y a un petit peu moins de difficultés, c'est pour prendre rendez-vous dans un EHPAD. C'est moyennement drôle, mais bon. On leur a demandé également si, toujours à ces 55% de Français qui étaient impliqués dans des parcours de soins complexes, s'ils avaient été aidés. Et là, on s'aperçoit que 46% d'entre eux n'ont reçu aucune aide. Ils se sont débrouillés tout seuls.
28% ont quand même eu l'aide d'un des professionnels impliqués. 18% ont eu l'aide de la part des plateformes, telles Doctolib, etc., qui les a vraiment aidés à trouver des professionnels. Et puis, 8% ont été aidés par un proche. Et on s'aperçoit que ceux qui n'ont reçu aucune aide sont plutôt les personnes en milieu rural, plutôt les sujets âgés de 65 ans et plus. On a voulu vérifier, et ça je termine par ça, si les personnes qui avaient eu de l'aide avaient trouvé finalement leur parcours plus facile, puisqu'on avait une question sur la... Je vous l'ai dit tout à l'heure, les 27% qui trouvaient que ça avait été difficile. Il y a un léger mieux quand ils ont été aidés, un léger mieux, mais très léger. Ce qui veut dire, et ça complète ce qui a été dit précédemment, que finalement, même quand ils sont aidés, aujourd'hui, organiser un parcours de soins complexe, c'est un petit peu un parcours du combattant et qu'il n'y a pas les dispositifs pour alléger la charge mentale des patients sur ce plan. Voilà, je vous remercie. Réaction, messieurs, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans ce sondage très riche qu'on vous diffusera? Jean-Yves Blais. Jean-Yves Blais. Ouais, moi j'ai envie peut-être de prendre un pas de recul pour dire on a un problème quand même de fond. C'est bien gentil de s'organiser. Je pense qu'il faut qu'on s'organise mieux, mais on a un problème de démographie médicale. On a un problème de démographie médicale et dans tous les corps de soignants qu'il va falloir régler, car même si on s'organise du mieux que l'on peut, s'il n'y a pas assez de personnes, il n'y aura pas assez de personnes pour régler les problèmes rapidement. Et les pourcentages impressionnants qui viennent de nous être partagés ne s'amélioreront que partiellement par une amélioration de l'organisation avec un personnel qui ne cesse de décroître. Oui, mais alors justement, démographie médicale, comment on le résout le problème ? Je pense que l'ouverture des facultés de médecine et l'observation qu'une partie seulement minime des étudiants qui rentrent en faculté de médecine et qui font leurs études exercent à temps plein une activité de soins est un élément qui doit être pris en considération pour l'ouverture du nombre de postes. D'accord. Jean-Paul Ortiz. Oui, alors effectivement, il y a un problème de démographie. On vous entend mal, Jean-Paul Ortiz. On vous entend mal, parlez plus fort. Voilà. Oui, je disais qu'il y a un problème, ça va mieux là ? Oui. Oui. Il y a un problème de démographie des professionnels de santé en général. Il y a surtout un problème d'organisation et de recentrer chaque professionnel sur son cœur de métier. Et c'est particulièrement vrai pour le médecin, qui malheureusement aujourd'hui, dans toutes les enquêtes que l'on fait, on retrouve cette donnée de façon constante. Le médecin aujourd'hui se plaint de passer beaucoup trop de temps à des éléments qui ne sont pas des parties de son activité pour lesquelles il a été formé. Et je pense en particulier à tout ce qui est dérive administrative, paperasserie, etc. Et puis, je le dis, il va nous falloir réfléchir à l'évolution des contours de métier. Et ça concerne tout le monde, parce que, bien évidemment, il y a une partie de l'activité actuellement développée par le médecin que d'autres voudraient faire à sa place, comme il y a une partie de l'activité des infirmières que les aides-soignantes voudraient faire, etc., etc. Tout ça, c'est des réflexions qui sont en cascade. Ça nécessite une réflexion beaucoup plus globale, à la fois d'organisation, d'impact qualité et d'impact financier pour chacune des catégories concernées. Jean-Paul, ce temps médecin, est-ce que y a quelque chose qui a été développé, c'est des assistantes pour les médecins dans les cabinets libéraux. Alors bon, la crise est passée par là. Est-ce que ça avance ou est-ce que c'est tombé? Oui. Il y a 1400 à peu près contrats qui ont été signés, donc c'est pas rien, essentiellement chez les médecins généralistes. Et c'est en train de se développer. Et moi, je trouve que cet accord sur les assistants médicaux, c'est une bonne chose parce que, et ça va faire plaisir à François Pellin, c'est une toute petite première marche pour rentrer dans une logique entrepreneuriale dans son cabinet médical. On va passer et la améliorer l'environnement du médecin. À Renaud Degas, un peu qui nous fasse remonter. Voilà, et vous répondrez à toutes les questions que va poser Renaud Degas. En conclusion. En conclusion, parce que le temps presse. Oui, bonjour à tous. Il y a deux questions en fait que vous avez commencé à aborder. Il y a une question qui est sur le numérique. Vous savez que concernant la suite au Ségur de la santé, vous avez sur la base de la mesure 9, sur la qualité des soins, vous avez le Ségur du numérique qui est en train de se développer avec un programme de développement 2021-2022 sur la messagerie sécurisée, sur le DMP, sur l'identifiant national de sécurité.
Est-ce que c'est un point avec de l'argent, avec des budgets qui sont mis sur la table? 2 milliards. Est-ce que vous pensez que là, on tient quelque chose qui va permettre d'accélérer cet avènement du cadre numérique que vous appelez tous de vos voeux? Donc ça, c'est une première question. Là, visiblement, il y a un outil pour avancer. Et la deuxième question, c'est plus une question en fait qui recoupe un peu l'ensemble et qui revient sur l'entreprise de santé que certains d'entre vous appellent de leur vœu. Très clairement, entreprise de santé, quand on en discute sur les terrains, ça vient choquer frontalement le statut libéral. Alors, la question est-ce qu'aujourd'hui, on peut se structurer, se coordonner hors des structures? Parce qu'on a l'impression que c'est un tropisme français, que pour s'organiser, il faut forcément faire partie d'une structure et que le statut libéral et l'indépendance n'a plus lieu d'être. Or, c'est une question de fond par rapport à des milliers et des milliers de professionnels de santé. Alors sur ce côté entreprise, sur le numérique, vous avez déjà répondu, Pascal. Il nous resterait peu de temps sur le côté justement libéral et entreprise. Sur l'entreprise, c'est incroyable dans ce pays, comme quoi on ne peut pas envisager une entreprise libérale. Jean-Paul Ortiz disait tout à l'heure que les médecins ne consacraient pas assez de temps à la médecine. Moi, le constat que je fais, c'est que tout compris, il y a un petit tiers d'administratif, il y a un tiers de technique et un tiers de médical pur dans ce que fait un médecin. Eh ben, il faut, dans une entreprise libérale, que l'administratif soit entièrement dégagé du temps du médecin, que le technique soit fait par des techniciens, des paramédicaux, et que, du coup, le médical, au lieu d'avoir un tiers de son temps à faire de la médecine, il en est au moins la moitié, 60, 70, 80%. Et l'entreprise libérale, c'est pour moi l'avènement de la médecine libérale, parce que sinon la médecine libérale disparaîtra. Alors François Pellen, ça paraît imparable ce que vous développez comme idée. Alors on va faire un petit tour de table en conclusion. Daniel Guilherme, Jean-Paul Ortiz et puis Jean-Yves Blais aussi. Vous êtes mieux organisé, vous êtes dans un hôpital, vous nous direz votre point de vue. Alors Daniel Guilherme. Moi, je ne suis pas certain que l'entreprise, en fait, l'avenir de l'entreprise libérale passe par la mise sous tutelle, en fait, de certaines professions par d'autres. Ça, c'est un premier point. On a nous, en fait, voilà, moi, je préfère parler de collaboration, effectivement, et de collaboration serrée, mais en tout état de cause, pas de mise sous tutelle. On a eu notre profession a eu affaire à une contrainte lourde depuis des années. Ça s'appelle la continuité des soins. Cette continuité des soins, qui était une contrainte, nous a contraints à nous organiser en cabinet pluripraticiens. Aujourd'hui, vous avez des cabinets de 10, 12 infirmiers libéraux qui collaborent entre eux, qui collaborent avec d'autres structures, qui s'intègrent en fait dans des structures pluriprofessionnelles. Et je pense que on a aujourd'hui possibilité de conserver son statut libéral en travaillant avec les autres professions. Le problème, effectivement, et je rejoins ce qui a été dit, c'est que les services centraux et la technostructure a trop souvent tendance à considérer qu'on ne peut faire ce type d'entreprise que si on est complètement intégré dans un schéma. D'accord. Daniel Guilherme, on a bien compris, le temps est dépassé. Donc un mot Jean-Paul Ortiz, un mot Jean-Yves Blais. Sur l'entreprise et le statut libéral, je pense vraiment qu'il n'y a absolument aucune incompatibilité. On le voit dans d'autres secteurs qui ne sont pas ceux de la santé. On peut tout à fait être associés libéraux dans une véritable entreprise en partageant des valeurs communes. Vous savez bien que ce que l'on... Oui, je sais que c'est un vieux débat, Jean-Paul Ortiz, mais vous savez bien, aujourd'hui, on a besoin de prévention, de santé publique, et on dit aussi que les paiements à l'acte, qui est quand même le fondement ou la fondation de vos rémunérations ne convient plus à une médecine de prévention. Ça, c'est votre avis. C'est votre avis, Pascal Morel. On peut tout à fait garder le paiement à l'acte dans une logique entrepreneuriale libérale et assurer des missions qui sont des missions plus collectives, de type mission de prévention, de santé publique, d'accompagnement territorial de la population. Jean-Yves Blais va nous
permettre attendez, de trancher. juste, parce que ce que dit Pascal est important. Non, juste un truc, c'est que Attends. Qui dit territoire, vous paiement à allez l'acte répondre après. disparaît. Qui dit territoire, dit population. Et je voudrais que dans cette conclusion que vous allez faire, comment prendre en charge une population sur un territoire, les plus loin du système de santé aussi. Voilà, vous concluez là-dessus. Alors, si vous François supprimez Penel. le paiement à l'acte, ce sont des médecins, des médicaux qui vont devenir des salariés et on sera dans le NHS. D'accord. Alors, Jean-Yves Blais, vous avez une vision en dehors. Vous avez des assistantes, vous êtes organisé. Est-ce que vous avez gagné du temps médical? Quel est votre point de vue sur cette problématique de la médecine libérale? Donc, les médecins libéraux sont nos partenaires. Je pense qu'assez logiquement, il y a deux types d'activités qui sont, à mon sens, complètement complémentaires. C'est-à-dire des activités qui touchent plus des grands problèmes de santé publique. On vient de parler de la prévention, et des activités de prise en charge qui, à l'acte, qui paraissent totalement légitimes. Et de mon point de vue, je ne vois pas de raison. Je suis très hostile à titre personnel au modèle NHS qui ne me paraît pas satisfaire personne, à commencer par les Anglais eux-mêmes d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux. Je pense que c'est un panaché des deux qui est important. Le point important également, c'est d'exiger des institutions qui doivent procurer des services pour des activités, qu'elles puissent rendre des comptes et que ça puisse être mesuré factuellement et de manière aussi rigoureuse que ce qu'on demande à tous les praticiens. Nous arrivons au terme, Pascal, de cette émission. En effet, je pense qu'on peut faire mieux, on peut inventer mieux que le NHS. Merci beaucoup d'avoir participé. On voit bien que les chantiers sont très importants. Il y a des élections aux ERPS, ça va être le moment d'en débattre. Comment mieux organiser la santé, pas simplement les soins, mais surtout la santé sur les territoires. Merci beaucoup. Merci aux équipes. Merci à Françoise Millet, Nathalie Rattel, Eben Elter, à la veille des acteurs de la santé, à LDC Santé et Hortus, aussi à nos partenaires BVA, Carte Blanche, Groupe Pasteur Mutualité, MSD et Point Vision. Merci. Merci Odile Peixoto. Merci Pascal. Oui, et alors Philippe, nous pouvons espérer, même si ça ne dépend pas de nous, disait le Grand Descartes. Et je rajouterai également, ne décevons pas si ça dépend de nous. Ça, c'est de moi. Merci à vous tous. Merci beaucoup. À la prochaine émission en mars. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.